Voyage dans l'univers. L'univers à la lumière des théories de création, hasard et chance, évolution, Big Bang, multiverse, le monothéisme et le polythéisme au plateau de discussion. Vous trouverez des liens vers la version anglaise et également la version arabe. On continue notre promenade dans l'univers. Aujourd'hui, on va voir le Big Bang et le perfectionnement du Big Bang. Le Big Bang. Il voit les constantes cosmologiques, les conditions limites de notre univers sont perfectionnées, sont très précises. Regardons cette vidéo tout d'abord sur le Big Bang. The most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it. Heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. In turn, those elements became the building blocks for planets, moons, life, everything we see today. This ecosystem of everything was only possible because of the many stages in the universe's development. While countless questions about the origins of our universe remain, it's only a matter of time for some long-sought answers to emerge. Le perfectionnement n'existe pas seulement dans la matière, mais aussi dans les organismes vivants. Les organismes biologiques sont perfectionnés pour la vie. Martin Rees a écrit un bouquin intitulé Just Six Numbers, seulement 6 nombres. Donc, 6 nombres ont été bien choisis pour que notre univers existe. Notre univers est gouverné par 6 nombres qui ont été imposés au temps du Big Bang, de l'explosion. Et ces 6 nombres-là ont fait de telle sorte que l'univers évolue vers l'univers que nous voyons aujourd'hui. Commençons par un nombre. Parmi ces 6, c'est 3. Le nombre de dimensions dans lesquelles nous vivons, c'est 3, x, y, z. C'est-à-dire la largeur, la hauteur et la profondeur. Qui a imposé ces 3 dimensions-là? Qui a dit que notre univers soit à 3 dimensions, en ajoutant la dimension temps aussi? On ne voit pas 2 dimensions spatiales, on ne voit pas 5, on voit 19. C'est un nombre important. Et sans ce nombre-là, si c'était 2 ou bien 4 ou bien 19, notre univers n'aurait pas existé. Donc ça c'est un nombre parmi 6. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 6 nombres. Le nombre oméga, qui est 1, c'est le rapport entre la densité de l'univers avec la densité critique à laquelle notre univers s'étend et s'arrête. C'est un nombre très précis. Sans ce nombre-là, qui est très précis, l'univers n'aurait pas évolué vers l'univers que nous voyons aujourd'hui. Un autre nombre, oméga lambda, je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse le soin de le voir. Et en plus, Internet, et des bouquins, des articles sont plein d'informations sur le perfectionnement des constantes cosmologiques
aux conditions limites, c'est-à-dire au début de la formation de notre univers. Un autre nombre, cet nombre-là est assez grand, c'est 10 puissance 36. C'est un nombre qui mesure le rapport de la force électromagnétique, de l'ampleur de la force électromagnétique à la force de gravité. Donc, le rapport entre les deux, c'est grand. Et si ce rapport-là est plus grand que ça, ou bien plus petit que ça, notre univers n'aurait pas existé. Je ne rentre pas dans les détails, je ne répète pas tout ce qui a été dit, il y a plein de documentaires là-dessus, il y a plein d'articles scientifiques là-dessus, etc. Et c'est quelque chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Les athéistes, les monothéistes, etc. sont d'accord sur ça. Regardons ce dialogue entre Richard Dawkins et John Lennox. It's tempting, once again, to import the easy, facile idea of a designer and to say that the designer twiddled the knobs of the universe at the Big Bang and got them exactly right, got the gravitational constant right, got the strong force right, the weak force right, and so on. But it seems to me to be manifestly obvious that that is a futile kind of explanation because, as the quotation says, who designed the designer, you have explained precisely nothing because instead of just saying, oh, well, the knobs were tuned to the right values anyway, you say, oh, there was a God who knew how to tune the knobs to the right values. God, I'm actually very surprised to find it as a central argument in your book because it assumes that God is created. And I'm not surprised, therefore, that you call the book The God Delusion because created gods are by definition a delusion. Richard Dawkins dit que naturellement, on a la tentation d'attribuer l'apparence de conception à la conception réelle et précise elle-même. Il dit que dans le cas des choses faites de façon artificielle, telles que la montre, le concepteur fait vraiment de la conception. On a la tentation d'appliquer la même logique sur les choses qui ne sont pas artificielles, c'est-à-dire les choses qui sont naturelles, telles que l'œil, telles que les ailes des oiseaux, etc. Il dit que cette tentation est fausse et elle nous met devant un paradoxe qui est who designed the designer, qui a conçu le concepteur. Alors on a vu dans la vidéo que John Lennox dit que le fait d'assumer que le concepteur est une conception, ça c'est faux, c'est une illusion. Il a dit ceci dans son bouquin intitulé The God Delusion, l'illusion divine, si vous voulez. La première erreur dans cet énoncé de Richard Dawkins est le suivant. Pourquoi tout d'abord supposer que le créateur est un événement, c'est-à-dire qu'il a un début, il a été amorcé par autre chose? Qui t'a dit qu'il a été amorcé par quelque chose? Première erreur. Deuxième erreur, c'est que tu dis, c'est qui a conçu le concepteur? Et donc, moi je te dis, l'univers a été conçu par un concepteur, parce que je suis dans l'univers, je l'analyse. Et toi tu me dis, et maintenant, ce concepteur-là, qui l'a conçu? Pourquoi je dois donner une explication à mon explication? Je ne suis pas obligé de le faire. Par exemple, si tu me dis, tes vêtements-là, d'où ils viennent? Je peux te dire que mon père me l'a donné comme cadeau. Et j'en ai les preuves. Il m'a envoyé un cadeau avec la poste, avec une formule recommandée, avec avis de réception, et voilà l'avis de réception.
De plus, il m'a laissé un message dans ma boîte vocale qu'il m'a envoyé un paquet. Et voilà le message. Puis après, il a pris une photo avec moi, avec ces vêtements-là, pour être fier de ce cadeau, peut-être dans mon anniversaire, quelque chose comme ça. Donc, j'ai assez de preuves que ces vêtements-là viennent de mon père. Ma réponse est convaincante. Tu ne peux pas me dire, et ton père, d'où il a eu l'argent pour t'acheter ça? Et il a acheté ça de quel magasin? Et quand il a fait ça? Je ne suis pas censé vous dire ceci. Le fait que je prouve que mes vêtements sont venus de mon père, et j'en ai assez de preuves, c'est suffisant. Je ne suis pas obligé d'expliquer mon explication, de donner des preuves pour mon explication. J'explique la chose et la source de la chose. Je ne suis pas obligé. Sinon, on va aller jusqu'à l'infini. Et l'argent que mon père a eu, d'où ils sont venus? De son employeur. Et son employeur, d'où il a eu l'argent, etc. Donc, on va aller enchaîner vers l'infini. Moi, lorsque je prouve que mes vêtements viennent de mon père, et j'en ai assez de pièces à conviction, ça doit suffire. Je ne dois pas donner une explication à l'explication. Dans El Mundo, dans l'interview de El Mundo, Stephen Hawking a dit des gens me posent la question sur le Dieu qui a créé l'univers. Je dis la question n'a pas de sens. Pourquoi elle n'a pas de sens? Parce que le temps n'existait pas avant le Big Bang. So, there is no time for that. Par conséquent, il n'y a pas eu assez de temps pour Dieu pour créer l'univers. Pourquoi il n'a pas eu assez de temps pour le faire? Parce qu'il n'existait pas le temps. Il a besoin d'un certain temps pour créer l'univers. Mais ce temps-là n'existait pas avant le Big Bang. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, la solution c'est quoi? Il n'y a pas un créateur. C'est comme la Terre. La Terre, elle n'a pas de limite. Si tu vois cette limite-là, de la sphère, ce point-là, c'est aussi une limite. Donc c'est partout des limites. Donc elle n'a pas de limite. Et puis après, il va parler du sud et du sud, on va le voir. Il se réfère à la loi de causalité. Mais les relations de cause à effet peuvent aller ensemble. Tu n'as pas besoin que la cause soit avant l'effet. Ils peuvent être ensemble. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, et c'est là la plus importante, qui t'a dit que Dieu a besoin, le Créateur a besoin de temps pour créer l'univers? Qui t'a dit ça? C'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui a fabriqué, il a façonné le temps. Pourquoi il doit se soumettre au temps qu'il a façonné lui-même? Il n'a pas besoin de temps. Lorsque moi je crée un robot, ce robot-là a besoin d'un programme. Ce robot est constitué de pièces mécaniques, mais aussi de composants électriques. Et ce robot-là a besoin de l'électricité. Il doit être branché à une fiche électrique. Moi, j'ai conçu le robot comme ça. Est-ce que ça veut dire que moi, je dois être branché à une fiche électrique? À une fiche électrique? Est-ce que ça veut dire que moi, je suis conçu de pièces mécaniques et de composants électroniques? Mais non. Moi, je n'ai pas besoin de l'électricité pour fonctionner, pour marcher, pour manger, pour travailler, pour parler. Mais le robot a besoin du temps. On parle par analogie. A besoin de l'électricité. Si l'univers, pour évoluer, il a besoin de temps,
comme le robot a besoin de l'électricité, le créateur de l'univers n'est pas forcément obligé d'avoir de l'électricité, du ton. Il a créé même le ton. Donc c'est une analogie qui n'a pas de sens. Puis il parle du pôle sud de la Terre. Il dit que lorsqu'on descend en bas vers le sud, on va aller au pôle fond. Les cercles de latitude s'agrandissent. C'est bien. Lorsqu'on descend, le cercle devient. On arrive à un point qui est le sud. Si on continue sud du sud, il n'y a rien. Il n'y a pas le sud du sud parce qu'on est dans le point limite. On est au pôle sud. Et donc on n'a pas besoin d'aller vers Big Bang, on va aller doucement en arrière dans le temps jusqu'au Big Bang, jusqu'au sud. Et puis on cherche c'est quoi le sud du sud. C'est qui est venu avant le sud, avant le Big Bang. Donc c'est ce qu'il dit. Il prouve qu'on n'a pas besoin d'un créateur. C'est comme la Terre là. On n'a pas besoin du sud. Est-ce que ça tient la route? Pas du tout. Lorsque tu compares, tu prends la Terre et tu vas jusqu'au sud. Tu es dans quoi? Tu parles dans des dimensions spatiales, tu es dans l'espace. Et donc, si tu descends dans l'espace, vers le sud, après tu vas aller encore où? En bas. Mais où? Dans l'espace. Donc tu compares espace à un espace. Tu compares le sud avec le sud du sud, qui est un espace. Et les deux sont dans les mêmes dimensions. Et maintenant, tu vas aller au Big Bang. Et avant le Big Bang, rien, nothing. Mais nothing n'est pas de la nature de l'univers. Comment tu sautes? Tu peux sauter du sud vers quelque chose, sud du sud, qui n'appartient pas à la Terre sphérique. C'est possible, parce qu'on est dans l'espace. Mais là, tu vas descendre jusqu'au Big Bang. Le Big Bang, c'est une chose, c'est une existence. Et puis tu sautes avant, après ça, tu me dis, après ça, c'est le nothing, c'est le rien. Mais le rien n'est pas de la nature de notre univers. On parle d'une chose qui vient de rien, du néant. La comparaison de sud du sud, ça ne tient pas la route du tout. Et puis il continue dans le même sens. Mais il n'a pas répondu à la question. Pourquoi la chose au lieu du rien? Ce n'est pas pourquoi le sud au lieu du sud qui est aussi de l'espace. Non, pourquoi la chose au lieu du rien? C'est-à-dire, pas de dimension, pas de matière, pas de loi, pas de qualité, pas d'instinct, pas de beauté, pas rien, pas de qualité. Il n'a pas répondu à cette question. La question n'est pas y a-t-il du sud au sud du sud. La question est pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. En suivant la logique ou design de designer qui a créé votre créateur, si tu me dis que nous sommes créés par l'univers, donc l'univers est notre créateur, le Big Bang est notre créateur, la singularité qui a explosé pour donner naissance au Big Bang, c'est notre créateur, je vous pose la même question que tu m'as posée. Qui a créé le créateur? Donc, qui a créé mon créateur, qui est la singularité du Big Bang? Je te pose la même question. Voir épisode 7 sur la causalité. Richard Dawkins said that lorsqu'on voit les créatures qui ne sont pas artificielles telles que la montre, l'œil et les ailes d'oiseaux,
l'araignée, spider, et la personne elle-même, l'œil de l'être humain n'est pas parfait. Il n'est pas bon. Il n'est pas bien conçu. Il y a des caméras qui sont meilleures que ça. Il y a un nerf dans le girafe qui a fait tout le tour et il aurait mieux d'avoir un nerf court qui fait la même chose au lieu qu'il soit 2 mètres ou bien 3 mètres. Donc, c'est pas de l'intelligence. L'œil n'est pas intelligent, n'est pas conçu par l'intelligence parce qu'elle n'est pas bonne en termes de conception. On va voir ça dans le chapitre 29. Est-ce que l'œil et la créature en général doit être parfaite? Ou bien le parfait, c'est seulement le créateur, mais la créature n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin de seulement remplir sa mission. Elle a une fonction bien déterminée, elle l'a fait, point à la ligne. C'est tout. L'ingénieur qui fait la voiture Toyota, Volkswagen, BMW, Peugeot, Citroën, Renault n'a pas besoin de créer une voiture qui dure l'éternité. Une voiture qui dure 25 ans, c'est déjà bon. Elle a fait sa mission, c'est tout. Et celui qui a fait la voiture Renault, bien Volkswagen, bien Opel, il est un bon concepteur. Bien que la créature, c'est-à-dire le conçu, n'est pas parfait. La prochaine fois, on va voir est-ce qu'il y a un but. C'est quoi